Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles. Nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau de l'invité de la mi-journée. Nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir Dadi Ngoye. Il est coordonnateur national de la plateforme politique Horizon 2023 en République démocratique du Congo. Dadi Ngoye, bonjour. Bonjour monsieur Pierre, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et en tout cas, c'est la RDC qui se sent honorée par cette invitation. Et par la voix d'Horizon 2023, nous vous disons merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Walf TV se veut également une chaîne panafricaine. Exactement, voilà. Exactement, que nous avons le plaisir de suivre à Kinshasa à travers les bouquets. Merci beaucoup. Vous êtes un allié du président Tshisekedi et vous êtes au Sénégal. Est-ce qu'on peut connaître les raisons de votre séjour à Dakar? Merci beaucoup. Nous sommes arrivés depuis le 10 juin dernier à Dakar, capitale de la République sénégalaise. Oui. Dans une démarche politique essentiellement qui conduit Horizon 2023 à rencontrer les partis politiques, les PASTEF. On est sans ignorer que les PASTEF, c'est quand même aujourd'hui un parti qui constitue au fait l'école politique pour la jeunesse d'aujourd'hui, lesquels partis n'a que 10 ans d'existence et en 10 ans ils sont parvenus à accéder à la magistrature suprême et donc à guider la destinée de près de 18 millions des Sénégalais. Et donc pour nous, en tant que structure politique, jeune structure politique, puisque Horizon 2023 va totaliser 3 ans, les 30 décembre 2024. Et donc il était important pour nous de venir à Dakar, rencontrer les PASTEF pour pouvoir bénéficier de l'expérience, du trajectoire, du parcours des PASTEF. Donc, c'est la mission principale du PASTEF et à travers, justement, votre micro et les micros de vos autres confrères, c'est d'apporter l'aperçu de la jeunesse congolaise sur, justement, l'alternance au sommet de l'État au Sénégal, qui est un pays, quand même en Afrique, qui enseigne beaucoup sur la culture des passations des pouvoirs, pour ne pas dire la démocratie, parce que la démocratie en Afrique, il faut la reconstruire. Oui. Donc vous êtes venu s'inspirer du modèle PASTEF. Nous sommes venus s'inspirer du modèle PASTEF. Nous sommes venus prendre l'expérience de PASTEF. Et c'est avec grande joie que nous avons levé cette option de façon souveraine à venir à Dakar. Et je profite de votre micro pour dire merci au PASTEF, notamment au président du PASTEF, Monsieur Ousmane Sonko, au secrétaire général du PASTEF, Monsieur Daf, et tous les staffs du PASTEF avec lesquels nous avons passé près de 6 heures de travail hier autour justement de l'expérience du PASTEF. De loin, vous avez certainement suivi l'actualité brûlante au Sénégal. À un moment, on a même frôlé le pire dans notre pays. À quoi le Sénégal doit-il ce qui s'est passé le 24 mars, c'est-à-dire l'avènement au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye? C'est surtout la résilience d'une génération, d'une jeunesse qui, lorsqu'elle regarde la trajectoire ou sinon la perspective qu'il doit pouvoir joindre, ne se résigne pas face aux difficultés et face à une organisation qui puisse les empêcher à aller au-delà de ce qu'ils veulent atteindre. Donc, je crois que la particularité, elle est à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de cultiver cette capacité de résilience, de sorte à aller vers les résultats qu'on recherche. C'est ça qui est très très fort, parce que dans nos pays africains, c'est pas un secret. Lorsqu'on arrive au pouvoir, on prend goût au pouvoir et
on s'organise des façons à s'éterniser au pouvoir. Pas de créer une alternance au sein même de son parti, mais que soi-même, en tant qu'individu, qu'on s'éternise au pouvoir. Mais par contre, les PASTEF, nous avons perçu cette capacité résiliente du PASTEF qui nous a, nous en tout cas, séduit et conduit justement à Dakar pour pouvoir apprendre de ces modèles-là. Et ce qu'a réussi PASTEF au Sénégal, doit-il susciter une saine émulation en Afrique? Bon, déjà en Afrique, nous avons aujourd'hui de plus en plus un discours qui est en train de monter dans la nouvelle génération. Mais il faut dire que avant ce qui s'est passé au Sénégal, nous avions d'abord ce que nous avons appelé les printemps arabes. Rappelez-vous, avec ce qui s'est passé en Tunisie, oui. Plus tard, en 2011. En 2011, oui. Plus tard en Égypte, avec les départs du président Hosni Moubarak. Oui. Donc, il y avait déjà en 2011 comme cette sorte de déclic qui arrivait, mais qui n'a pas été peut-être capitalisé par la jeunesse africaine, je vais dire. Mais maintenant, après ça, il y a ce que nous venons d'observer depuis maintenant 3-4 ans, avec ces discours souverainistes au niveau de l'Alliance des États du Sahel, avec les Niger, les Burkina, les Mali. Je ne suis pas ici pour encourager l'accession au pouvoir par des voies autres que des voies plutôt modernes, on va dire, pour ne pas dire démocratiques. Mais ici, il est plutôt question de regarder les contenus que ces trois régimes essayent de mettre en place. Maintenant, troisièmement, il y a ce qui s'est passé au Sénégal. D'abord, en Afrique, lorsqu'on interroge l'histoire, on s'aperçoit qu'il est vraiment à chercher pour s'apercevoir qu'un parti politique créé, en 10 ans seulement, ils accèdent au pouvoir. Oui. Donc je crois qu'il y a énormément de raisons qu'il faille faire en sorte qu'il y a des moments forts depuis les 20 dernières années que la jeunesse africaine doit pouvoir capitaliser. Et donc, la démarche d'Horizon 2023 à Dakar, c'est aussi cette démarche qui va à la recherche de l'intégration africaine, à la recherche de la restauration de la culture africaine, parce que nous ne pouvons pas bâtir nos républiques, nos nations, si nous ne nous fondons pas sur notre propre culture. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, par exemple, nous avons sur la table les débats liés à la modification ou au changement ou non de la constitution de la République. Mais lorsque vous regardez la constitution de notre pays, c'est une constitution qui est le reflet de la constitution de la 5e République française. Oui, absolument. Et donc, à partir de ce moment-là, la question, elle se pose. Est-ce que c'est une constitution qui reflète nos réalités, nos mœurs, notre culture, oui, et on peut notre dire environnement, pour tous les pays francophones, tous les pays francophones. Donc, oui. Il y a ces questions-là qui se posent. Encore une fois de plus, la résilience, la perspective, la trajectoire qu'a prise les PASTEF jusqu'à arriver à la magistrature suprême, je pense, avec beaucoup de recul, que ça devrait être un cas d'école pour la jeunesse africaine qui devrait comprendre qu'on ne peut mais absolument rien obtenir sans effort, sans lutte. Car seule la lutte peut justement libérer un peuple. C'est la lutte libère. Et ce discours souverainiste que tient le PASTEF à travers son président Ousmane Sonko, peut-il être comparé à ce speech qu'a tenu le président Tshisekedi devant le président Emmanuel Macron lors de sa dernière visite à Kinshasa? Ça ne peut pas seulement être comparé, mais c'est le même discours. Absolument. Chacun a probablement utilisé ses phrases et ses mots, mais dans les fonds, dans le contenu, ça reste le même discours, premièrement. Deuxièmement, ça reste la même volonté. C'est-à-dire la volonté de replacer l'Afrique dans son rôle, surtout en plein 21e siècle, aujourd'hui où, à mon sens, l'humanité n'existerait pas ou ne devrait pas exister sans l'Afrique. Lorsqu'on parle des questions climatiques, lorsqu'on parle des questions liées aux ressources naturelles, aujourd'hui, vous savez que l'uranium nigérien pose problème en termes de desserte d'électricité au niveau, par exemple, de la France. Donc c'est à peu près, si je ne me trompe pas, 27% de la capacité énergétique française, l'utilisation ou sinon l'exploitation de l'uranium nigérien. Donc les discours du président Sonko et celui qu'a tenu le président Tshisekedi à Kinshasa
en pleine conférence de presse avec les présidents français. C'est les mêmes discours, c'est la même volonté, mais la volonté, les discours ne suffisent pas. Il faut que les Africains s'y tiennent, parce que il n'y a pas de Sénégal qui va à la recherche de sa souveraineté, ou du Congo, sans cette unité africaine qui a été conçue, qui a été le combat des pères de nos indépendances, les Kwame Nkrumah, les Sankara, les Sylvanus Olympio, les Patrice Emery Lumumba, au Sénégal, Cheikh Anta Diop, des gens qui ont écrit, qui ont pensé, qui ont travaillé à rappeler à l'humanité, mais surtout aux Africains, sur la nécessité de comprendre que nous sommes la première civilisation dans l'humanité, nous sommes la première civilisation du monde, et donc il faut aller chercher à restaurer nos 600 ans des civilisations qui nous ont été tout simplement volées par les forces que nous connaissons. Et donc la question, elle est là, et pour nous, elle est non négociable, et il faut beaucoup plus de pédagogie, beaucoup plus de mobilisation, de sensibilisation, pour que la jeunesse africaine, et en particulier, et les Africains en général, nous puissions y travailler. Est-on aujourd'hui en mesure de dire qu'avec cette nouvelle génération de leaders politiques, les Ousmane Sonko, les Bassirou Diomaye Faye, les Tshisekedi, plus rien ne sera comme avant en Afrique? Plus rien ne doit être comme avant. Et c'est la lutte de la plateforme Horizon 2023. Parce qu'Horizon 2023, par exemple, l'action politique que nous menons en RDC, tout comme en Afrique, elle est fondée essentiellement sur 3 principes. Le premier principe, c'est la rupture. Le deuxième principe, c'est l'engagement. Et le troisième principe, c'est les résultats. Ça veut dire que notre manière de faire doit pouvoir aller vers une attitude qui fait mariage avec la capacité de rompre avec toutes les antivaleurs qui nous ont aujourd'hui amenés à la destruction, à la déconstruction de l'Afrique. Deuxièmement, à dire, une fois qu'on a rompu avec qui nous ont amenés au résultat que nous constatons aujourd'hui, c'est de prendre l'engagement, de dire non seulement que nous n'y revenons pas, mais nous nous engageons à faire la promotion de l'Afrique qui renaît, de la renaissance africaine. Tout à l'heure, je viens de visiter les monuments de la renaissance africaine, une œuvre et une pensée philosophique, je dirais même pragmatique, pensée par les Sénégal, dont l'Afrique doit pouvoir s'approprier. Et troisièmement, Horizon 2023 s'est dit, l'Afrique, à travers nos dirigeants, à travers les populations, doivent se dire que plus jamais la gouvernance de l'Afrique, de nos États, sans l'obligation des résultats. On ne peut pas vouloir diriger nos États sur base d'un certain nombre d'antivaleurs tels que la gabégie, le coulage des recettes de l'État, les détournements des deniers publics, les tribalismes, la concussion et tout ce qui va avec, et attendre un résultat contraire, c'est-à-dire l'émergence, les développements de nos États. C'est par là qu'Horizon 2023 pense que nos États, la gouvernance de nos États doivent être fondée sur uniquement l'obligation des résultats. Nous sommes en plein 21e siècle. Il faut que la gouvernance soit modernisée à travers nos États. Ce sentiment anti-français de plus en plus accru en Afrique, est-ce que vous le sentez aussi dans votre pays, en RDC? La question, elle n'est pas liée au sentiment anti-français. La question, elle est plutôt des différents régimes, ou sinon des dirigeants français. Parce que l'Afrique n'a pas de problème avec les Français ou avec la France. Non, l'Afrique, elle n'a pas besoin de dominer les autres. L'Afrique, elle a besoin de retrouver sa liberté. L'Afrique, elle a besoin de se reconstruire de par elle-même. Elle a besoin de s'autodéterminer de par elle-même. Et ça, c'est une question d'appropriation des Africains. Maintenant, il faut justement se battre pour faire comprendre à ces différentes puissances de l'OTAN, de l'Occident, à comprendre que plus jamais comme avant. Donc c'est-à-dire, le Sénégal doit pouvoir tisser des partenariats tels qu'il l'entend pour l'exploitation de son pétrole, pour l'exploitation du gaz, pour l'activité des pêches à travers les différentes potentialités que nous avons. C'est cela, que la République démocratique du Congo soit à mesure de pouvoir tisser des partenariats avec qui il entend pour l'exploitation
de ses terres et de son sous-sol, et ainsi de suite. Donc il nous appartient à nous, les acteurs politiques, et mieux à ceux qui dirigent nos États aujourd'hui, d'aller là-bas, parce qu'en fait, l'Occident, la France, ne nous laisseront pas les faire. Donc il faut travailler durement pour pouvoir y arriver. Vous avez suivi les générales Lecointre, un général français à la retraite dernièrement, qui dit qu'ils sont en train de travailler pour que d'ici 10 ans, on puisse aller à la reconquête de l'Afrique. Et que ce que nous, Africains, nous devons pouvoir adopter comme attitude pour pouvoir les attendre et face à une autre Afrique. Votre pays, la RDC, est un pays très riche en ressources naturelles, l'un des plus riches en Afrique, mais pour beaucoup, il ne profite pas de ces richesses. Vous venez au Sénégal au moment où il est question d'exploitation du pétrole. Quel conseil, c'est pas trop prétentieux de votre part, avez-vous envie de donner aujourd'hui au Sénégal? C'est l'appropriation de ses propres richesses. C'est ça le conseil, c'est lutter de sorte à s'approprier ses propres richesses et à étudier les possibilités de les exploiter, et après faire de la redistribution des revenus nationaux une question qui devrait être équitable. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons comment nos dirigeants arrivent généralement au pouvoir, et plus tard, ils se constituent en une oligarchie face à leur population, et les mêmes populations qui les a amenés au pouvoir. Oui, les richesses ne profitent pas au peuple. Les richesses ne profitent pas au peuple. Donc ici, il est question, d'une part, de s'approprier ces richesses, d'autre part, de les exploiter, et enfin, d'instaurer la redistribution équitable des revenus nationaux. Et chaque peuple doit pouvoir profiter de ces richesses que Dieu nous a dotés sans pouvoir les demander. Revenons sur la RDC, si vous permettez. Oui. J'en profite pour informer aux Sénégalais et aux Sénégalaises que la démarche d'Horizon 2023 est d'obtenir aussi les soutiens du Sénégal. Parce que la RDC fait face, voici aujourd'hui 27 ans, fait face à une guerre nous imposée par les multinationales à travers un pays voisin qui s'appelle le Rwanda. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains se mettent à glorifier ce qu'ils voient au Rwanda, ce qu'ils appellent développement, mais ces développements, ils doivent savoir que c'est vraiment un développement du sang. Parce qu'il faut que les sangs coulent en République démocratique du Congo pour les développements au Rwanda. Et donc, ici, je voudrais aussi amener les Sénégalaises et les Sénégalais à savoir que depuis 27 ans, la RDC connaît à peu près 15 millions de morts. Nous avons à peu près 3 à 4 millions de déplacés. Pas plus tard que hier ou avant-hier, il y a encore des bombes qui sont tombées dans la zone qu'on appelle Béni, qui a causé 100 morts. Pas plus tard qu'il y a 2-3 semaines, dans un camp de déplacés à Goma, nous avons eu encore des bombes de la part du M23, qui est au fait un supplétif de l'armée rwandaise, qui avait causé à peu près 70 morts. Donc, tout ceci, c'est simplement pour pouvoir exploiter de façon illicite les minerais de la République démocratique du Congo. Mais en même temps, n'oubliez pas que Frantz Fanon disait en son temps, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Donc, il n'y a pas de Sénégal sans la RDC, tout comme il n'y a pas d'Afrique sans la RDC. La RDC, c'est 80 millions de terres arables. La RDC, c'est la capacité de pouvoir fournir à toute l'Afrique l'énergie et même au-delà de l'Afrique. La RDC aujourd'hui, c'est le deuxième poumon mondial en termes de conservation et de préservation du climat et de la nature. On peut dormir ici sur ces plateaux tout en énonçant les potentiels qu'il y a en République démocratique du Congo. Et le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son accession au pouvoir, je pense que le monde, jour après jour, essaie de voir clair sur cette question de l'Est, puisque on ne peut pas construire une nation pendant la guerre. Nous sommes en pleine guerre. Donc les efforts qui sont fournis par le président Tshisekedi sont submergés dans la guerre que nous avons à l'Est, et les Congolais demandent les soutiens du Sénégal et des Sénégalais. Justement, l'un des premiers présidents à avoir effectué une visite officielle à Dakar après l'élection de Bassirou Diomaye Faye reste Paul Kagame, président du Rwanda, si ce n'est d'ailleurs pas le premier. Qu'attendez-vous concrètement du Sénégal dans ce conflit qui oppose les rebelles du M23 donc à l'armée congolaise, et on dit, et vous l'avez rappelé, que c'est le Rwanda qui tire les ficelles? Non, ce que nous pouvons attendre du Sénégal, c'est les soutiens à la République démocratique du Congo, parce que
les soutiens que nous demandons, nous ne les supplions pas. Il est question tout simplement du rétablissement de la justice, du rétablissement de la vérité. La vérité aujourd'hui, c'est que depuis près de 27 ans, la République démocratique du Congo est ensanglantée par un voisin qui n'a même pas une goutte de minerais sur son sous-sol. Mais d'aucuns parlent du développement ou de l'émergence dans ce pays-là. Mais encore une fois de plus, ces développements ou ces semblants de développement, c'est vraiment un semblant de développement sur les sangs des Congolais qui coulent tous les jours. La seule chose que la RDC, à travers ma petite voix, comme coordonnateur de la plateforme politique Horizon 2023, c'est de demander les soutiens des Sénégalais et des Sénégalaises, que les Sénégalais puissent véhiculer ces messages à travers tout le Sénégal, à travers tout le monde, pour dire stop, nous ne voulons plus voir les sangs couler en République démocratique du Congo, nous recherchons la paix. Le président Félix Tshisekedi est le seul président congolais, une fois au pouvoir, qui a fait les tours des 9 voisins. Parce que la RDC a 9 voisins, dont le Rwanda. Le président Tshisekedi a fait les tours pour expliquer la nécessité d'une cohabitation pacifique, fraternelle. Et sur des questions économiques, de dire, nous pouvons nous mettre ensemble. Ce que Dieu a donné à la République démocratique du Congo, nous n'avons pas vocation de les utiliser que pour les Congos. Nous avons vocation de les utiliser non seulement entre voisins, mais pour l'Afrique tout entière. Et donc, par conséquent, mettons-nous ensemble dans la paix, dans la fraternité, pour faire en sorte que ceci profite à l'ensemble du peuple africain. Les autres voisins ont compris, voilà pourquoi, depuis la nuit des temps, nous sommes plus ou moins en paix avec l'Angola, avec les Burundi, avec l'Ouganda, plus ou moins, avec la Zambie, avec la Tanzanie, mais le problème, il est qu'au niveau du Rwanda, et donc, ce que nous demandons aux Sénégalais, au Sénégal, encore une fois de plus, c'est la paix, c'est le rétablissement de la justice, et c'est plutôt la vulgarisation de cette question qui nous tient. L'actualité en RDC, c'est aussi l'investissement, l'investiture en tout cas, ce mardi de la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, au palais du peuple, siège du Parlement congolais. Elle propose, ou en tout cas elle annonce la création de 6,4 millions d'emplois d'ici 2028. Pour certains, les priorités sont ailleurs parce que le pays est en guerre. Qu'avez-vous à répondre à cela? C'est vrai que le pays est en guerre et comme je le disais tout à l'heure, il est très très difficile de bâtir les pays qui est en guerre. Rappelez-vous que le premier mandat du président de la République, Félix Tshisekedi, a été un mandat extrêmement difficile du fait de la Covid, mais également de la résurgence justement de ces mouvements supplétifs du Rwanda, les M23, mais également d'une coalition qui était en place, qu'on appelait une coalition contre nature, notamment les FCC Cash, qui n'a vraiment pas permis au président de la République de dérouler son programme de sorte à rencontrer les aspirations profondes du peuple, d'une part. D'autre part, la première ministre, elle énonce son programme, mais qui est un programme qui va dans le sens de matérialiser la volonté et la vision du président de la République, axée essentiellement sur les faits d'amener la jeunesse congolaise à pouvoir non seulement avoir accès à l'emploi, mais surtout à être créateur des richesses. C'est comme ça que un certain nombre de contrats, par exemple, des contrats miniers, ont été non seulement révisés, mais aussi replacer la jeunesse entrepreneuriale congolaise dans cette perspective-là, pour pouvoir créer vraiment un pôle assez sérieux au niveau de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est une ambition en 5 ans de mandat qui peut éventuellement se réaliser. La volonté au niveau du président de la République, elle est là. Nous osons croire que Madame la Première ministre, ensemble avec son gouvernement, se battront de sorte à ce que, à terme, c'est-à-dire au soir du deuxième mandat du président de la République, que les bilans soient plus ou moins positifs par rapport aux ambitions qui sont affichées autour de son programme. Mais le fait de placer l'enseignante question de la sécurité qu'en deuxième qu'en deuxième place, en tout cas, de son action gouvernementale pour un pays en guerre, cela ne pose-t-il pas problème? De toute façon... elle dit emploi d'abord, sécurité ensuite. De toute façon, la classification... Ça importe peu. Importe peu. Oui. Parce que, de toute manière, on sait
que nous, en ce moment, en République démocratique du Congo, la priorité des priorités, c'est la sécurité. La priorité des priorités, c'est la paix. Maintenant, lorsque vous entrez, par exemple, dans les budgets de l'État, c'est là que vous comprendrez que cette classification n'a rien à voir, parce que dans le budget de l'État, comme je le disais tout à l'heure, les gros des efforts des mobilisations des recettes de l'État sont tournés justement vers cette question des sécurités. Un gouvernement de 54 membres, certains même parlent de gouvernement éléphantesque. Ça vous donne envie de répondre quoi? De dire quoi? Pour être vrai avec vous, Horizon membres, pour être vrai avec vous, pour Horizon 2023, c'est beaucoup. Oui. D'autant plus que Horizon 2023 a milité quelques mois avant l'avènement de ces gouvernements. Horizon 2023 a milité sur la réduction drastique du taille gouvernementale, puisqu'avant les gouvernements sous-minois, les gouvernements d'avant étaient constitués de 58 membres. Et donc nous, non seulement que nous avons demandé la réduction de la taille gouvernementale, mais nous avons aussi donné les chiffres. Ça veut dire nous souhaitions un gouvernement de 35 ministres. Et au-delà de ça, nous avons milité également, et nous allons continuer par contre, à militer pour la réduction drastique du train de vie des institutions de la République, parce que comme nous le disions tout à l'heure, nous sommes un pays en proie de la guerre, et donc ceci devrait se refléter dans l'attitude des gouvernants, notamment sur des questions liées à la réduction des trains de vie des institutions de la République, en commençant par l'institution président de la République ou présidence de la République, les gouvernements, les parlements, ainsi de suite, pour que d'une part, les efforts soient davantage multipliés au niveau sécuritaire, mais que d'autre part, quand on parle de la question de l'emploi, que cette question aussi trouve des réponses. Mais au-delà de ça, le président de la République, au soir de son premier mandat, a quand même initié un projet gigantesque qui est celui des développements à la base, notamment au niveau des 145 territoires, qui consiste à construire des infrastructures de base, c'est-à-dire des écoles, des bâtiments administratifs, des centres de santé, au niveau des territoires. Et nous en avons 145 en République démocratique du Congo. Ces projets ont besoin de financement, et donc il faut vraiment que les gouvernants prennent conscience de l'état dans lequel se trouvent les pays, et surtout des urgences qui sont en face de nous. C'est même aussi la raison pour laquelle Horizon 2023, tout en soutenant le président de la République, n'est pas membre de la coalition parlementaire qu'on appelle Union Sacrée. Parce que simplement, nous estimons que les sociétaires de l'Union Sacrée, pour la plupart, ayant été à la gouvernance de nos institutions depuis près de 40 ans, et que les résultats se faisant rares, nous n'avons vraiment pas voulu se contredire, parce que Horizon 2023 milite, entre autres, également, et ça c'est primordial pour nous, milite pour l'avènement d'une nouvelle classe politique dont la conséquence devrait être les changements du système de gouvernance dans notre pays. Est-ce un point de désaccord avec le président Tshisekedi? Pardon? Est-ce que c'est un problème de désaccord que vous avez avec le président? On n'a pas un problème de désaccord avec le président Tshisekedi, parce que souvenez-vous que ceux qui sont aujourd'hui dans cette coalition parlementaire avec le président Tshisekedi ont été avec le président Mobutu. Après avoir été avec le président Mobutu, ils ont été avec le président Kabila le père. Oui. Après Kabila le père, ils ont été avec Kabila le fils. Aujourd'hui, ils sont avec Félix Tshisekedi. Donc, si nous ne prenons pas garde, celui qui viendra après Félix Tshisekedi, ça sera, nous prenons les mêmes et nous recommençons. Ou nous continuons. Ça veut dire, nous ne voulons pas simplement assister à un peu, comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui. Nous sommes vraiment en accord avec le président Tshisekedi qui, il y a 2-3 ans, s'adressant à la diaspora congolaise de la Grande-Bretagne, promettait justement de déboulonner tous ceux qui constituent des pesanteurs qui empêchent la République démocratique du Congo de prendre son envol. Et ça, c'est la classe politique congolaise qui doit être vraiment assainie, afin de permettre à la nouvelle génération congolaise d'assister à l'avènement d'une nouvelle classe politique, mais surtout d'un nouveau système de gouvernance en République démocratique du Congo, qui ne va avoir pour souci que la rencontre des aspirations profondes du peuple. On est à la fin de cet entretien, Dadi Tshiswaka. Vous séjournez à Dakar depuis 48 heures. C'est votre première fois au Sénégal? C'est notre première fois, oui. Et comment vous avez trouvé Dakar? Ben, j'ai envie de dire une belle ville, en tout cas de ce que nous voyons jusqu'ici. Oui. Et je ne doute pas que l'arrivée du président Diomaye Faye, avec le Premier ministre Ousmane Sonko, bref, l'arrivée du PASTEF,
je crois que d'ici 5 ans, Dakar sera encore meilleur que ce que nous avons vu déjà aujourd'hui. Alors quoi, en tout cas, bon séjour chez vous à Dakar. Merci. Merci beaucoup et de nous avoir invités. Et je profite encore de ces micros, d'une part, pour saluer encore notre peuple frère du Sénégal, pour saluer les dirigeants du PASTEF, les remercier de leur hospitalité, de leur accueil, mais de la qualité des travaux et des échanges qui nous permettent de pouvoir mais vraiment avoir une certaine lumière et adapter à la manière dont nous voulons travailler à Kinshasa. Mais également, permettez-moi de saluer toute la population congolaise qui nous suivent en ce moment depuis Dakar et particulièrement à tous les militants, les cadres et les hauts cadres d'Horizon 2023. Merci beaucoup Dadi Ngoy, coordonnateur national de la plateforme politique Horizon 2023 en RDC. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bien. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro de l'invité de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris pour demain. Au revoir.